en reprenant à mon compte la question de la construction identitaire du musée français à travers le cas du musée du Louvre, puisqu'il est emblématique de mon parcours professionnel. Alors, ce que j'aimerais aussi, c'est orienter la réflexion, parce que Christiane a soulevé des questions qui me semblent fondamentales et que nos deux introductions ont également montré, de manière à ne pas revenir sur un schéma confessionnel pour un petit peu changer l'axe et la problématique de réflexion, parce que ce qui m'intéresse, c'est la question aussi de l'évolution des pratiques muséales au cours des 30 dernières années, parce que nous en avons été les actrices, bien entendu, et aussi aujourd'hui, cette vision réflexive, elle s'impose évidemment à nous pour que les jeunes générations également s'inscrivent à leur tour dans ces évolutions. Alors bien entendu, ces pratiques tournent autour de la collection, de l'objet de musée. Christiane a eu cette diversité de collections, mais je dois dire qu'au sein du Louvre, la diversité de ses collections, elle n'a pas démérité non plus. 10 ans après Christiane, j'intègre la toute nouvelle École nationale du patrimoine, l'ancêtre de l'INP. J'ai passé le concours en 86 et nous sommes entrés en décembre 86, janvier 87, 18 mois d'école. Donc 10 ans après, en effet, nous sommes donc engagés dans les années 80. C'est le ministère de la Culture dirigé par Jacques Lang, l'école du Louvre qui va inclure au départ avec à sa tête Dominique Poneau, donc cette première école nationale du patrimoine qui était bien dans l'idée de former les cadres des musées normalisés à l'échelle nationale et territoriale. Comme l'a évoqué Christiane, c'était l'idée en effet de réunir les différents corps national, municipal, ville de Paris, patrimoine, les inspecteurs des monuments historiques et territoriaux. Donc, ce qui faisait des promotions, les premières promotions étaient de l'ordre de 20, on était une vingtaine. Donc, en effet, c'est un enjeu important. Je ne vais pas revenir, de mon point de vue, sur une carrière qui est tout à fait comparable à celle de Christiane, c'est-à-dire le parcours classique de l'historien de l'art, l'université, nous sommes au début des années 80, l'université, oui, l'enseignement, qui était évidemment ma préférence, mon entropie, si je puis dire, d'origine, et puis 81, c'est effectivement un grand bouleversement du côté des musées. J'étais une élève assidue des cours de Daniel Arras, j'étais en Italie, je travaillais beaucoup sur la Renaissance italienne, également avec Philippe Morel, et l'idée a été de se dire, écoutez, les musées vont peut-être vous ouvrir des voies plus rapides que celles de l'université. Donc, je me suis inscrite à l'école du Louvre, sans équivalence, et j'ai repris au niveau de la licence, donc toutes les années de l'école du Louvre, pour entrer en thèse et passer le concours de conservateur, en se disant qu'il y aurait là, première année de l'école du patrimoine, peut-être une opportunité. Banco. Alors, depuis cette période, et c'est ça qui m'intéresse, le vocabulaire muséal s'est quand même considérablement renouvelé. À partir des grands projets qui vont naître dans ces années 80, et par voie de conséquence, les pratiques professionnelles se sont diversifiées. Et c'est là où, du point de vue, je dirais, plus pédagogique, et pour reprendre ce qui a été évoqué dans les introductions inaugurales, il y a quand même aujourd'hui un éclatement et une polysémie des terminologies autour de la notion de conservation, de curatorship, ou même de curationism. Et là, je vous ai mis deux ouvrages extrêmement récents, celle de David Balzer, pardon, c'est anglo-saxon, mais mon voisin de droite doit déjà les connaître, qui sont sortis en 2014, 2016, pour aussi ouvrir les pistes, The Curatorial Conundrum, c'est-à-dire l'énigme en fait de la profession de conservateur, qu'étudier, que rechercher et quelle pratique. Je pense que là, nous sommes extrêmement proches donc d'un discours à formaliser beaucoup plus profondément à partir de ces héritages que nous avons constitués. Le rôle du conservateur, terme décrié d'ailleurs par Serge Guilbault en 2014 lorsqu'il est venu faire une conférence à l'INHA,
Je m'en souviens, en novembre 2014, critique historien de l'art qui surtout enseigne aux États-Unis, où là, il a dit que décidément ce terme français de conservateur n'était plus du tout adapté à l'évolution des musées contemporains. Et pourtant, nous avons la francisation du curator, qui est à l'origine le terme de to curate, donc c'est vraiment porter le soin, soigner, au sens latin de curare. Donc ce terme qui maintenant que nous retrouvons dans sa francisation de curateur, mais qui en même temps s'entend beaucoup plus dans la sphère de l'art contemporain et qui remplace de plus en plus également ou en parallèle de celui de commissaire d'exposition. Donc on est là dans des enjeux. Je crois que Christiane l'a très bien montré à travers ses différents parcours et que moi aussi, bien sûr, je vais vous expliquer. Donc, itinéraire d'un conservateur, plusieurs institutions, plusieurs collections, comme nous l'a montré Christiane. De mon côté, un retour d'expérience du métier de conservateur à la coordination des grands projets dans, je mettrai bien sûr les guillemets, le plus grand musée du monde, c'est-à-dire un musée, un bâtiment, on a parlé de lieux d'héritage, mais des collections. 8 départements, le petit dernier en 2003, qui est celui dont a rêvé Christiane, le département des arts de l'islam, qui est né effectivement le plus tardivement. 8 départements de collection, et puis je vais effectivement, et on terminera par là bien sûr, œuvrer au départ à la préfiguration du Louvre-Lens, puis au Louvre Abu Dhabi, et donc en effet, il y a là des frontières. Je crois qu'on avait évoqué, Christiane, l'idée de frontières, on ne l'a pas prononcée, je le prononce, parce que effectivement, nous sommes là dans des frontières que nous avons parfaitement connues au démarrage de notre carrière, mais des frontières qui se sont totalement éclatées, qui ont explosé au fur et à mesure de notre avancement. Ce qui nous rapproche également toutes les deux, c'est ce fameux boom. Je mettrai des guillemets parce qu'à l'époque, la critique en a parlé. Le boom des musées des années 80. Et en effet, moi, ça a clairement orienté ma profession, mais en même temps, rappelé récemment dans le rapport de Jacqueline Edelman, et pas plus tard que vendredi dernier au colloque de l'ICOFOM, dans son rapport Musée XXIe siècle, elle évoque le vocable de musée-folie, musée au pluriel, folie au singulier. Donc une forme de folie des musées, musée-folie, qui peut s'entendre aussi dans la notion du bâtiment. Donc reviendrait-on à cette idée d'enfermement chère à Michel Foucault? Ça, c'est vrai qu'il y a là un enjeu aussi important que l'on peut décrypter dans une vision plus anthropologique. De l'Institut du monde arabe au Grand Louvre, c'est l'histoire d'un chassé-croisé entre nous deux, puisque j'entre au Louvre en 88, très peu de temps après que Christiane l'eut quitté. On ne va pas compter les années. Et en effet, en 88, je reçois un coup de fil de Michel Laclotte. Nous sommes sortis en juin. Jack Lang nous a remis les diplômes, puisque réélection de François Mitterrand en mai 88. Et donc, j'attendais sagement un poste. Donc, Christian Eck, qui était le conservateur du musée Unterlinden à Colmar, dont j'avais été l'étudiante sur les primitifs allemands pendant 1 an, et j'avais effectivement eu une passion pour les primitifs allemands, donc m'appelle en me disant « Est-ce que Colmar ne vous intéresserait pas ?» Et puis j'ai dit non. J'ai dit non, et c'est ma collègue Sylvie Ramon, qui a fait après une très belle carrière territoriale, qui a eu le poste. Et 15 jours après, j'étais à l'école des Beaux-Arts en train de trier des plans architecturaux du 19e siècle et je reçois un coup de fil de la direction du musée du Louvre, créé en 1987 par Michel Laclotte pour orchestrer justement la préfiguration du Grand Louvre, et qui effectivement souhaite recruter donc un jeune conservateur pour accompagner l'équipe de direction pour la programmation, nous sommes en 88, de l'aile Richelieu, donc le ministère des Finances qui allait déménager. Je vais y revenir. Donc, voilà, Michel Laclotte m'a reçu dans son bureau fin juin. Je lui ai dit, écoutez, j'avais prévu de prendre mes vacances au mois d'août. Il me dit, écoutez, soit vous comprenez l'enjeu du projet que l'on vous propose, soit vous restez effectivement de l'autre côté de la Seine, et voilà. Difficile, difficile. Alors je dirais que nous avons été choisis par des projets, plus que par des institutions, encore que, comme l'a évoqué Christiane, on pense rester à vie. Alors elle l'a pensé, moi je ne l'ai pas pensé.
Encore ce que cela reste à voir dans mon cas, parce qu'effectivement, on épouse quasiment une institution. Partir en province ou entrer au Louvre, telle était la question. En tous les cas, une carrière hors norme, que je dirais hors norme au sens administratif, puisque j'ai créé progressivement une fonction adaptée à la configuration du moment, en abdiquant mon statut de conservateur, puisque je n'avais pas pris de poste en région. Donc le choix de vivre un projet exceptionnel au risque de ne pas retomber sur ses pieds. Alors je vais apporter 3 points dans cette présentation. Le temps du projet. Repenser le musée universel, parce que je crois que là c'est un sujet toujours d'actualité. Et enfin apprendre à travailler la matière muséale, parce que c'est finalement la grande philosophie de ce que j'ai compris d'une institution comme le Louvre. Alors le temps du projet, c'est un temps politique, donc court, 1981-1998, lorsque François Mitterrand donc décide dans sa première conférence de presse d'annexer pour le Louvre le ministère des Finances et d'en faire le grand enjeu urbain, culturel et muséographique au sein de la capitale, il met en place une structure que son ministre de la Culture va évidemment soutenir et même participer à la création de ce projet, mais en même temps, en 1998, le projet est quasiment, en tout cas de la part de l'État, achevé. Ce qui est extrêmement court pour l'ampleur du projet. Donc c'est une question de génération. Il fallait être là au bon moment. Le temps politique s'oppose au temps long de l'histoire. Et pourtant, et je peux vous l'assurer, on avait pris conscience de l'importance de ce projet. Tous ces acteurs, jeunes acteurs, parce que Michel Laclotte va recruter essentiellement de jeunes acteurs, et de son inscription dans l'histoire nationale, bien sûr que l'on en avait pris conscience, bien au-delà de la polémique sur la pyramide de paille que j'avais connue alors que j'étais encore étudiante à l'école du Louvre en passant tous les jours devant le chantier, évidemment, et en lisant la presse. Donc cette politique de grands travaux entreprise par le président socialiste inscrivait d'emblée celui du Louvre, le projet du Louvre, dans une vision que je dirais capitale. Capitale au sens premier du terme, mais capitale au sens urbain du terme, puisque nous sommes à l'échelle de la ville de Paris. Nous sommes dans un enjeu, et là je vous renvoie au colloque Le Louvre Monde que nous avons fait en partenariat avec Paris-Sorbonne en décembre dernier, dont nous publierons les actes, je l'espère, très rapidement. Mais c'est vrai que cette idée du Louvre Monde a influé sur la dimension culturelle que vous évoquiez en introduction de ce quartier de Paris qui était en effet relativement sinistré. Donc le sentiment d'entrer dans l'histoire fut très fort. Non pas tant du point de vue de la symbolique politique mise en œuvre par le gouvernement socialiste, mais qui a permis néanmoins la concrétisation du projet, que du point de vue du musée et du palais, qui réclamaient cette adaptation au monde postmoderne depuis de nombreuses années. Et je renvoie dans les années 30, pour ceux effectivement qui ont suivi mes cours à l'école du Louvre, en effet le grand plan vert, et nous nous trouvons dans une salle qui fait partie des aménagements dédiés aux conservateurs des années 30, c'est-à-dire moderniser les équipements d'accueil du musée, mais également annexer le ministère des Finances. Mais ça, dans l'enjeu politique, du discours politique, et ça c'est quelque chose que j'ai parfaitement intégré, évidemment la référence à l'histoire, celle que nous écrirons tous dans nos mémoires, dans nos thèses, etc., n'est pas forcément l'histoire que l'on dit dans le discours politique. Et là, je vous renvoie notamment au réalisateur Bertrand Delay qui avait fait en 2012 pour France 5, Ma grandeur de la France, un récit à travers des interviews, et j'avais été interviewée à ce moment-là pour le Grand Louvre, mais tous les grands projets de Gaulle à Sarkozy, c'est-à-dire le fameux musée de l'histoire de France. Et en même temps, bien entendu, le Grand Louvre est un des enjeux importants, dont Pascal Horry, dont Jack Lang, bien sûr, mais il y a là une inscription durable, politique, dans le parcours étatique. Donc, 81, décision de François Mitterrand, donc annonce éminemment
décisive, c'est achever l'extension du musée en annexant le ministère des Finances, 20 000 mètres carrés, l'équivalent du musée d'Orsay, et moderniser les infrastructures d'accueil en créant un nouvel accueil, si possible hors du secteur muséographique, puisqu'il était décidé de doubler les surfaces d'exposition du musée. En 1983, création d'une structure particulière de gestion qui est mise en place, un établissement constructeur du Grand Louvre, le PGL, dirigé par Émile Biasini, qui fut un ancien de l'équipe de Malraux et qui, à ce titre, avait cette expérience, donc non seulement de démocratisation culturelle, mais également de décentralisation. Donc là, on lui demande d'œuvrer dans Paris, mais en même temps, il a parfaitement compris son objet, qui était d'intégrer parfaitement la dimension politique et d'en faire une acceptation globale, et notamment du personnel du musée. Donc, il y a là un enjeu évidemment très important, parce que cet établissement constructeur, c'est une petite structure de 100 personnes, économistes, ingénieurs, architectes, qui va gérer en termes de maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, et qui est extrêmement légère, puisqu'elle gère l'enveloppe financière, 1,5 milliard d'euros à l'époque, et, enfin, c'était des francs, mais convertis, donc une somme évidemment très importante, mais en même temps, c'est un enjeu capital, parce que cette petite structure, elle avait déjà été créée pour le Centre Pompidou, évidemment, dans les années 70, elle le fut pour Orsay, qui ouvrit en 1986, et donc, lorsque en expertise, je suis allée à Berlin justement à la fin du projet du Grand Louvre pour démarrer avec la Fondation des musées berlinois et apporter une expertise française justement sur la réunion des grands musées de Berlin. Eh bien, cette structure a été pour eux un enjeu très important. Ils se sont dit, il y a là quelque chose de fondamental, une légèreté que l'on ne retrouve pas dans le poids évidemment étatique habituel. Bon, mais ça, c'était valable quand l'État finançait les projets avec l'argent du contribuable. En 1989, donc, c'était vraiment les enjeux historiques, idéologiques et symboliques, mais il en faut pour ce type de projet, bicentenaire de la Révolution, et donc ouverture de ce nouvel accueil que fut la pyramide, qui avait tant fait scandale. Deuxième temps fort qui était déjà inscrit assez rapidement, 1993, le bicentenaire de la naissance du musée du Louvre. Là encore, une date historique, et dont vendredi dernier, Pascal Griner, dans sa conférence, évidemment, nous a très bien fait comprendre que ça n'est pas la date d'ouverture au sens symbolique du musée. C'est un musée des Lumières qui a participé à l'évolution, à l'ouverture des galeries privées en galeries publiques dès le milieu du XVIIIe siècle. C'est un projet qui est né donc sous l'Ancien Régime, mais qui effectivement s'est concrétisé sous la Révolution et par la suite, bien entendu, donc qui est totalement inscrit dans l'histoire de France. Alors, à cette époque, pour revenir sur ce que Christiane évoquait, c'est la direction des musées de France qui, au sein du ministère, gère le musée du Louvre, qui n'est pas une entité à part, qui est probablement le plus grand de ces musées. Et c'est la direction des musées de France qui est donc amenée à réfléchir à une organisation propre au musée, pour conduire le réaménagement des collections. Et c'est là qu'on décide de placer à la tête de la direction du musée un conservateur, Michel Laclotte. Michel Laclotte qui dirigeait le département des peintures et qui était en train d'achever la création du musée d'Orsay qui ouvrit en 1986. Et donc, Michel Laclotte prend ses fonctions, auréolé déjà, bien sûr, de sa réussite au musée d'Orsay, et il va demander tout de suite d'avoir les coudées franches au sein de la direction des musées de France, d'avoir des bureaux au sein du musée du Louvre. Tous les bureaux étaient derrière cette porte dans le couloir donc, de la conservation. Il a commencé donc là à œuvrer pour ce projet du Grand Louvre. Et puis on lui a trouvé des bureaux plus proches du directeur des musées de France. Et là, il a décidé de créer de nouveaux services qui avaient tous trait justement à ce que nous appelons aujourd'hui la médiation culturelle, mais en fait service culturel, service de la communication, service de l'éducation artistique, et tous ces services muséographiques, tous ces services ont été créés entre 87 et 88, et je dois être une des dernières à être entrée donc à ce moment-là pour œuvrer sur la programmation des collections avec les départements.
On est là au début d'une aventure qui portera le ministère et l'Élysée à transformer en décembre 1992 le statut du musée en un établissement public administratif. Donc Christiane a parfaitement rappelé ce qu'étaient les statuts. Établissement public administratif, donné de manière très parcimonieuse. Le Louvre fut le premier pour les institutions muséales, puis suivirent dans les années 2000 Orsay, il y aura bien entendu le Quai Branly en 2005, mais le musée Guimet doit être un des derniers. Il y a eu le premier qui fut Beaubourg dans les années 70, mais oh là là, trop de liberté. Et la liberté de Beaubourg ne fut pas celle qui sera conférée au Louvre en 1992. Donc cette forme d'autonomie financière, c'est surtout aussi une forme d'autonomie dans la manière de conduire la politique stratégique, culturelle, artistique de l'institution. Donc 30 ans après, personne ne penserait, je pense, enfin j'en suis même persuadée, à remettre en cause cette évolution cruciale, d'autant qu'à l'époque, et pour avoir évidemment dans les ouvrages que vous avez sous les yeux sur cette table dépecé les archives de la présidence de la République, du ministère de la Culture, pour avoir vu donc les difficultés entre Jack Lang et François Mitterrand et son cabinet sur la création d'un établissement public, auquel Michel Laclotte n'était d'ailleurs pas favorable, parce qu'il y avait, comme l'a rappelé Christiane, cette idée du corps, mais surtout aussi de la respectabilité de cette hiérarchie au sein du ministère vis-à-vis de la direction des musées de France. Il n'était pas question de faire sécession. On était dans une forme de mutualisation qui va éclater. Donc tout cela est important à remettre en perspective pour en comprendre les enjeux. Et pourtant, cette institution, 30 ans après, elle est en constante évolution. Car quand vous bouleversez d'abord physiquement, c'est-à-dire le bâtiment, l'architecture, vous comprenez très bien que ce qui reste à faire, ce sont les mentalités. La révolution des mentalités, c'est ce qui est le plus difficile à faire et nous y sommes encore engagés. Alors, repenser le musée universel, c'est une question brûlante. Parce qu'il y a 30 ans, c'était évidemment un enjeu très important, mais ça l'est toujours. La réflexion fut autant théorique que pratique. Les musées aux États-Unis, en Allemagne, continent nord-américain globalement, puisque le Canada fut également bien sûr pionnier, en Allemagne après la reconstruction, et n'oublions pas qu'à la fin des années 70, au début des années 80, nos yeux, nos regards étaient tournés vers l'Allemagne de la reconstruction qui achevait en grande partie sa reconstruction. Les musées étaient le dernier fleuron, et les petits musées d'art contemporain, de grands architectes, de grandes signatures, Hans Hollein, Richard Meyer, l'américain pour le musée des arts décoratifs de Francfort, le musée d'Essen pour Hollein. Tous ces musées vont être dans les magazines d'art, d'architecture. Ces signatures vont tout d'un coup faire une sorte vont faire éclater en quelque sorte aussi une muséographie qui n'avait pas du tout encore été, et Christiane l'a rappelé, remise en cause. Mais il y a également en Italie, plus timidement, et ce sera un des grands exemples dès la fin des années 70 de Michel Laclotte, le grand architecte Carlo Scarpa qui avait fait une sorte de musée-laboratoire au Castelvecchio de Vérone notamment. Et là, vous avez l'introduction donc de synergies très importantes pour l'évolution des pratiques muséographiques. Donc des institutions de manière très ponctuelle, se sont progressivement rajeunies, modernisées. Les questions d'accrochage sont devenues prégnantes, la question des restaurations également, mais aussi celle du public qui devint aussi dominante, voire prépondérante. Et là, c'est l'amélioration des conditions de visite. Je ne vais pas évidemment y revenir, on l'a déjà évoqué, mais enfin c'est devenu un credo, né timidement, et je remonte aux années 30, avec la création d'un premier service éducatif digne de ce nom au Louvre. Donc justement, durant ce fameux plan Verne, Verne avait été de l'Union soviétique aux États-Unis, il avait tout vu, et les pratiques pédagogiques mises en œuvre l'avaient énormément instruit sur la question. Donc les visites conférences nocturnes, que ce soit pour les travailleurs, pour les jeunes élèves, toutes ces pratiques se sont évidemment cristallisées. Il a
essayer, tenter un nouvel accueil distinct de la répartition des circuits muséographiques. Donc il faut remonter là-dessus et ne pas croire que le projet du Grand Louvre, évidemment, a tout construit ex nihilo. Mais en même temps, cette vision des années 30, elle se télescope avec quand même la vision qu'en a eue Paul Valéry, vous le savez bien, visitant le Louvre, avec l'ennui que les collections et que le parcours des collections suscitaient à cette époque. Donc c'est ce discours sur l'ennui des collections et du musée qui semble devoir être battu en brèche dans cette deuxième moitié du XXe siècle. Un projet donc d'une ampleur inédite, 400 000 œuvres, 40 000 exposés, c'était un peu l'objectif, ça l'est aujourd'hui. Le musée double ses surfaces d'exposition en passant de 30 000 mètres carrés à 60 000 mètres carrés. Alors je ne reviens pas sur l'évolution du statut qui va porter l'institution à une grosse PME, c'est-à-dire environ, nous sommes 2200 personnes, ce qui nous place en deuxième après la Bibliothèque nationale de France et avant les Opéras de Paris. Donc, dans ces années 80, il s'agit de tout mettre à plat, alors que les collections du XIXe siècle, à partir de 1848, sont allés vers Orsay, ont quitté le Louvre, donc en 86, une partie des collections sont parties. Le musée du jeu de paume au bout du jardin des Tuileries est vidé de ses collections impressionnistes qui ont rejoint le musée d'Orsay. Les arts de l'Asie, de l'Extrême-Orient étaient déjà partis depuis 1945 vers le musée Guimet, donc quid du musée universel. Ça a été malgré tout dans l'esprit de Michel Laclotte qui a coordonné la vision muséographique ou muséale de l'institution future. L'idée était de casser la logique des départements. Il a eu cette idée. La répartition typologique des collections, pourquoi ne pas la revoir? Et là encore, Pascal Griner en a très judicieusement reparlé, cette idée émanant du XIXe siècle, de la répartition par technique des collections, depuis l'Antiquité jusqu'aux collections du XIXe, voire du XXe siècle. Mais en même temps, cette logique de mettre à plat justement les frontières entre les collections et par conséquent, par voie de conséquence, entre les départements créés au XIXe siècle, elle a été pensée, mais pas franchement abordée. Et Michel Laclotte s'en est expliqué avec une pointe de regret par la suite. Et ses successeurs y penseront encore, Pierre Rosenberg, Henri Loirette, et encore aujourd'hui Jean-Luc Martinez. Comment assumer plus de transversalité? Et ça, c'est quelque chose qui reste à faire. Mais enfin, il fallait repenser le parcours dans un musée qui avait doublé ses surfaces. Donc vous imaginez des conservateurs à la tête de départements, de 7 départements encore à l'époque, qui sont dans la pleine maturité de leur carrière, voire en fin de carrière, à qui on dit tout est possible. Argent, collection. La programmation des collections va commencer en 1984, à l'issue justement de ce que l'on a appelé le séminaire d'Arcachon, donc Émile Biasini, président de l'établissement constructeur, ancien aménageur du bassin d'Arcachon, donc lié au tourisme là encore, eh bien avait dit je vais emmener tous ces conservateurs qui n'ont jamais quitté le Louvre dans le bassin d'Arcachon, les pieds dans l'eau pendant 48 heures et nous allons discuter. Les conservateurs se répartissent là les surfaces d'exposition et les collections. Les chefs de département, Michel Laclotte est bien sûr présent, la direction des musées de France, mais surtout, il y a l'équipe de l'architecte qui a été retenue. Comme vous le savez, évidemment, sans concours, mais après beaucoup de réflexions, d'expertise, conduite à la fois par les conservateurs du Louvre qui ont beaucoup voyagé, bien sûr, lors des expositions qu'ils font avec leurs collègues étrangers, mais également, Émile Biasini avait beaucoup voyagé également pour se faire une idée de tout ce que les architectes du moment, y compris Jean Nouvel à Lima, qui faisait partie de la liste des architectes à retenir, il y avait là tout un enjeu. Mais lorsque Paye a été choisi, avec un choix évidemment élyséen évident, Paye devient le chef d'orchestre qui transcrit sur la partition le récit à écrire. Et là, vous entrez dans quelque chose qui est tout à fait nouveau. La nouveauté, c'est de travailler avec un architecte, pour un conservateur. Car la plupart des conservateurs n'avaient pas cette expérience de se voir imposer un dialogue de ce type. Et je dis imposer à dessein.
parce qu'il y a une forme d'antinomie de parler de dialogue et d'imposition de quelque chose. Mais oui, c'est la clé du succès de tout projet aujourd'hui, mais ça n'apparaissait pas comme tel et comme une évidence à cette époque. Christiane a, je pense, été d'ailleurs pionnière dans ce domaine avec l'Agence Nouvelle, et je dois dire que lorsqu'il s'est agi, lorsque je suis arrivée pratiquement en 88, au moment de mon arrivée, il s'est agi de récupérer malheureusement les collections d'art islamique que Christiane avait très judicieusement installées dans le musée de Lima, et je suis allée voir Christiane, que je connaissais, en lui disant « Est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience et notamment de celle de ton travail avec Adeline Rispal, qui était la jeune scénographe qui travaillait dans l'équipe de Jean Nouvel ?» Je pense que j'ai été la première à amener les conservateurs et les programmistes de l'établissement constructeur, et tu as été la première à nous faire part de ton exemple. Donc, ça continue. Donc, on a là un enjeu très important qui va être de faire vivre ce dialogue architecte-conservateur. Il y aura des rixes physiques, si je puis dire, mentales. J'ai vu des violences verbales inouïes, racistes, de tous ordres. Mais en même temps, le dialogue s'est imposé. Et je dois dire que pour les derniers projets, comme celui des arts de l'islam, le dialogue entre le conservateur et l'architecte est toujours tendu, dynamique, mais il s'est inscrit dans la démarche. Et aujourd'hui, dans votre enseignement, comme dans notre pratique professionnelle, lorsque vous préparez une exposition, lorsque j'invite ici un conservateur, eh bien, je l'invite avec son scénographe. Et je pense qu'un conservateur aujourd'hui, lorsqu'on lui propose une exposition, il dira tout de suite, mais avec quel scénographe puis-je le choisir? Voilà. Et donc, ça, je pense que ce sont ces années 80 qui ont enrichi ce dialogue. Le temps politique impose son rythme, ainsi que la recherche des moyens pour faire aboutir les projets engagés. Et ça, la dimension financière, elle est aussi rentrée avec ces grands projets. Ainsi, Émile Biasini, comme Jack Lang, avait bien compris que la rapidité des décisions prises jouait en faveur du projet. La construction de la pyramide a été le premier acte de l'entreprise, cause du bicentenaire de 1989, avec ce nouvel accueil pour le plus grand musée du monde, destiné à inscrire les coulisses qui lui faisaient défaut hors des surfaces muséographiques. Alors, apprendre à travailler la matière muséale, c'est évidemment un enjeu important dans lequel je vais m'impliquer évidemment de manière cruciale. La réélection de François Mitterrand en mai 88 va permettre de faire repartir le projet d'annexion du ministère des Finances, puisque Édouard Balladur, le ministre des Finances de l'époque, avait renoncé au moment de la cohabitation, mais pour des raisons évidemment d'économie gouvernementale, à ce grand projet qui consistait à construire, aux frais évidemment du contribuable, un nouveau bâtiment pour le ministère. Et c'était quand même l'enjeu de cette politique des grands projets édilitaires au cœur de la capitale et notamment du réinvestissement du sud-est de la capitale. Tolbiac, Christiane l'a évoqué au niveau de la BNF et de toute le grande organisation urbaine autour de la Bibliothèque nationale de France, mais aussi le chantier de Bercy va contribuer des deux côtés de la rive à assumer une requalification de cette zone, comme on l'avait fait d'ailleurs pour le Grand Louvre au cœur de Paris, du 1er arrondissement. Donc, c'est chose faite avec la réélection qui n'était pas gagnée de François Mitterrand en 88. Et donc on se retrouve là à déménager le ministère des Finances et à lancer l'opération de reconstruction avec Chemetov et Huidobro pour la construction de Bercy. Donc là encore, un timing extrêmement étroit parce que ce qui avait été décidé à l'unanimité, c'était 1993. Le bicentenaire de l'ouverture du muséum sous la Révolution. Donc il fallait aller très vite et j'ai été recrutée en effet pour, avec Jean Habert qui était conservateur, qui quittait l'inspection des musées de France à l'ADMF, pour véritablement assumer cette fonction d'une task force auprès du directeur pour coordonner les grands projets. Et puis au sein ensuite d'un service muséographique,
avant de retourner, on en reparlera en conclusion, à la direction générale. Donc, une ouverture programmée en novembre 1993, 20 000 mètres carrés à aménager, et une troisième tranche qui sera inaugurée en décembre 1997, qui finissait toutes les collections qui avaient été engagées dans l'aile Richelieu, c'est-à-dire du sous-sol, les arts de l'islam, qui était une section dépendant des antiquités orientales, qui elles aussi ont subi une rénovation complète, mais également le département des sculptures, mais également le département des peintures et le département des objets d'art. Et l'achèvement de certains des circuits de ces départements se fera en 1997, et notamment avec les antiquités égyptiennes dans la cour carrée. Donc au moment où j'ai été recrutée, j'ai achevé donc en un an les espaces de l'histoire du Louvre au moment de l'ouverture de la pyramide en mars 1989, et puis en même temps, avec l'équipe de l'établissement constructeur, cette coordination. Alors, un travail de proximité avec les conservateurs, répartis selon leur spécialité, par département, donc des chefs de département qui devaient organiser, on ne va absolument pas parler de management à l'époque, mais qui devaient organiser, je dirais, scientifiquement la répartition des compétences scientifiques au sein de leur département. Il y avait 7 départements, et le 8e en 2003 pour les arts de l'islam, et ce sera évidemment la même synergie qui sera appliquée. Un travail d'équipe que le directeur du musée doit orchestrer avec dextérité et fermeté. Les délais, les coûts, l'ampleur du sujet nécessitaient en permanence des ajustements, des mises au point. Une planification indispensable qui permettait de faire avancer chaque projet muséographique entre coûts et délais. Donc, évidemment, par, je dirais, une réflexion, j'avais connu tous ces grands professeurs à l'école du Louvre, ils avaient été mes maîtres, je connaissais, grâce à cet enseignement encyclopédique que l'on peut parfois rejeter, j'avais connu à peu près toutes les collections, tous les périmètres géographiques compris par le Louvre, et donc la fraîcheur de ma cervelle à l'époque de jeune historienne de l'art a évidemment bénéficié à des programmateurs, des architectes qui, eux, n'avaient pas du tout cette compétence, une bonne culture générale, certes, mais pour les anglo-saxons, c'était quand même moins certain de bien connaître les enjeux millénaires du musée du Louvre. Donc, cette courroie de transmission, il a fallu l'assurer, à la fois sur les contenus et sur le contenant, donc l'histoire même du bâtiment. Donc, on se trouve confronté là, quand je parle de matière muséale, c'est la réalité, et je pense que Christiane, à son échelle, l'a parfaitement compris. Il faut avoir, dans cette unique fonction transversale que j'ai eue pendant de très longues années, il faut évidemment répondre aux exigences des uns, aux réticences des autres, et qui va constituer le pain quotidien dont il faut extraire le meilleur pour parvenir à dialoguer avec les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études, le président directeur et des conservateurs qui parfois n'ont aucune envie d'avancer ou qui parfois, évidemment, ont une conception du « faites ce que vous voulez » qui dépasse les enjeux budgétaires impartis. Donc, cette régulation, elle est permanente. La répartition des tâches muséales était claire. Les gros travaux en infrastructure et en superstructure étaient pris en charge par la maîtrise d'ouvrage de l'établissement constructeur, tandis que le travail sur les collections, restauration, hors les grandes pièces monumentales, les montages d'œuvres, la signalétique sur les collections, les cartels, la médiation dans les salles, l'expertise, la consultance sur les collections, sur le transport des œuvres, tout cela était du ressort des départements, donc des conservateurs, et donc un travail, l'élaboration de cahiers des charges, d'outils de planification, de réunions de terrain incessantes, de travail de nuit, de week-end, de jours fériés. Et là, ça relie avec ce que je disais en introduction, ce sont des projets qui génèrent un enthousiasme, une énergie, qui fédèrent des énergies. Et comment tenir cet équilibre? Alors, en effet, finalement, il y a une forme de conclusion qui s'impose, je pense, entre nos deux communications. Le projet du Grand Louvre a permis de catalyser les énergies pendant près de 15 ans au sein de l'institution. Car bien au-delà de l'achèvement proprement dit du projet, les grands travaux se sont poursuivis avec Pierre Auzimbert, puis Henri Loirette.
car tout n'avait pas été réalisé. Mais cette dynamique, elle a imprimé, je dirais, ses fondamentaux dans l'établissement public, dans l'histoire institutionnelle, encore aujourd'hui. Le musée a donc pris en charge sa propre maîtrise d'ouvrage en 2004 pour assurer de nouveaux projets ambitieux, comme les galeries autour de la Vénus de Milo en 2010, le nouveau département des arts de l'islam ouvert en 2012, qui a été sans doute le projet le plus ambitieux, avant que nous n'en referons plus d'équivalent avant longtemps, mais il s'agissait, là encore, comme l'a redit, je pense, Christiane avec le musée du Quai Branly, il s'agissait de faire aboutir cette idée d'une reconnaissance des arts de l'islam dans un musée comme le Louvre. Donc là, une vision totalement politique que Jacques Chirac a parfaitement assumée en créant dans son discours de 2003 donc la création de ce département. En même temps, la condition de poursuite de ces grands projets n'avait plus rien à voir avec la vision étatique, politique, gouvernementale du projet du Grand Louvre. Alors, j'ai continué à encadrer au sein de la direction générale la coordination de ces projets qu'il a fallu développer de toutes pièces, car ils devenaient la stratégie de l'institution et non plus de l'État, dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens passé avec l'État. Et là, vous avez un changement évidemment fondamental, qui est au cœur, à mon avis, de la recherche de la définition du musée aujourd'hui, qui renoue avec toutes les logiques à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Les moyens de financer ces projets ont changé. L'État donc ne finance maintenant que partiellement le projet, c'est l'idée du matching fund qui est évidemment très important, ce qui va nécessiter des montages délicats à prendre en grande partie sur les ressources propres de l'institution. Et pour mémoire, en 2004, c'est l'année aussi où nous avons décroisé avec la Réunion des musées nationaux qui historiquement gérait nos droits d'entrée. Et là, nous avons du jour au lendemain récupéré cette gestion des droits d'entrée, nous trouvant évidemment à la tête, là encore, d'une gestion comptable extrêmement importante. Il y a, comme y a fait référence Christiane, la loi Aillagon de 2002, qui a évidemment aussi créé cette impulsion sur le mécénat extrêmement important, qui permet la déduction donc d'un certain pourcentage, 60%, donc pour les entreprises, en fonction des projets qu'ils peuvent soutenir dans un musée. Et c'est aussi, avec Jean-Jacques Aillagon, ministre de la Culture, la possibilité de créer ces fameuses antennes en région, à commencer par Pompidou-Metz, mais aussi le Louvre-Lens. Et là, j'ai effectivement participé à quasiment la préfiguration de ce projet que nous avions, je m'en souviens, intitulé « Musée 21e siècle ». C'était notre code de guerre. Nous étions en 2003-2004. Et en effet, ces projets ont décuplé la force de frappe des institutions muséales. Alors là, les frontières, elles sont abolies. Nous sortons en tout cas de la forteresse Louvre, mais nous sortons sur le territoire national et dans le monde avec le Louvre Abu Dhabi qui devrait ouvrir, si tout va bien, à la fin de cette année. Donc, nous nous positionnons là antérieurement à la crise de 2008. Et je suis, en vous écoutant ce matin, en train de me demander si, parce que j'y étais, je suis modeste quand même, mais enfin, je trouve ça intéressant, en vous écoutant vendredi à l'ICOFOM, j'étais en 2007 à Vienne au moment de la définition du musée par l'ICOM. Et en effet, je me suis dit, on était quand même un an avant la crise des subprimes, avant la crise de Lehman Brothers, sur le continent américain, et ses répercussions en Europe en 2010, 11, 12. Et je me demande s'il n'y a pas là quand même un enjeu important pour nous, où l'on était très fiers de, effectivement, cette idée de s'assumer en tant que tel et de considérer que finalement cette forme de musée, je recherche le nom, le terme qui était utilisé, là j'ai un trou de mémoire sur le musée non lucratif, merci Emmanuel. Ce musée à but non lucratif, il était parfaitement dans cette vision idéologique que nous entretenions
à juste titre, pourquoi pas, dans cette évolution des grands projets. Et la césure, elle est très forte parce que moi, je l'ai senti très fortement, mais pas moi. Finalement, la stratégie d'une institution comme le Louvre va le vivre très durement, puisque tous ces grands projets et les Arts de l'Islam inaugurés en 2012, ainsi que le Louvre-Lens, eh bien, ont échappé de très peu à ce qui arrive en effet, par exemple, au Louvre Abu Dhabi, qui en 2012, le chantier a dû complètement s'arrêter sur place, là-bas. Donc, on est dans des enjeux, évidemment, où politique, économique et financiers sont extrêmement liés. Donc, la survie des institutions muséales est en jeu d'une manière générale, et je pense que c'est aussi cette question qui doit nous animer. Donc, cette grande question, aussi, sur le Louvre, l'exceptionnelle densité des collections du Louvre impose avec régularité d'adapter les parcours aux modes de visite, aux flux de public, aux effets des modes muséographiques qui changent de plus en plus rapidement. Nous l'avons évoqué, la révolution Internet. Beaucoup des équipements que nous avions envisagés il y a 20 ou 30 ans sont devenus obsolètes. Et donc, en effet, le numérique, dans nos vies, son entrée avec effraction dans nos vies aussi, mais pour nous, notre génération, mais plus pour vous, pour les jeunes générations, va évidemment susciter une rupture. Et là, je dirais que si le Louvre a été proactif, le Louvre et les musées d'une manière générale, sur le plan justement de l'intégration dans un monde numérique globalisé, reste encore à faire, il est en devenir. Donc un musée qui change, qui évolue, un musée qui depuis 30 ans s'est inscrit dans la société parisienne, francilienne, mondialisée. Ses collections participent de son attractivité, elles en sont le catalyseur à nul autre musée sans doute. Le travail effectué sur les collections il y a 30 ans sera à refaire, bien sûr, mais je pense pas à n'importe quel prix. Le musée d'aujourd'hui n'est plus celui d'il y a 50 ou 30 ans. Des méthodes, des principes, voire des dispositifs et des pratiques ont été testés, mis au point, avec les nombreux corps de métier que renferme le Louvre. On ne saurait s'en dispenser ni faire l'économie de faire appel à des professionnels, architectes, designers, restaurateurs, régisseurs, bureaux d'études, économistes, pour mettre sur pied de nouveaux projets. Alors, je voudrais juste conclure en disant, je reboucle avec ce qu'a dit Christiane en introduction, en disant probablement qu'on ne parle pas du Louvre en son nom propre. C'est un exercice périlleux. Le Louvre, c'est un esprit d'équipe. Le poids des années imprime sa force, quoi qu'il arrive, sur les individualités. Mais cependant, il est un extraordinaire terrain d'émulation, d'échange, de renouvellement, de partage d'expériences. Et c'est aussi ce que le Centre Dominique Vivant-Denon essaye de pérenniser dans une vision qui se veut plus réflexive. Merci.